Alors, bonjour à tous. Antoine Charbonnier, donc de l'entreprise Terega, et pilote du groupe de travail Innovation Méthanisation du comité stratégique de filière. Alors, je vous propose de commencer le webinaire, parce que je pense que la plupart des participants sont arrivés. Nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux pour vous présenter avec l'ADEME l'appel à projet dédié au développement de l'innovation et de la compétitivité pour la filière méthanisation. Alors, pour rappel, cet appel à projet fait suite donc, à l'appel à manifestation d'intérêt que nous avions lancé en début d'année avec le CSF et auquel vous aviez participé massivement. Donc, j'en profite pour remercier donc, les 80 entreprises qui ont répondu à cet appel à manifestation d'intérêt et qui ont contribué à ce succès collectif. Donc, avant de parler rapidement de l'ordre du jour, je vais passer la parole à Mohamed Niakate du pôle de compétitivité IAR qui va vous donner les principes de fonctionnement de ce webinaire. Mohamed, ton micro est coupé. Oui, donc bonjour. Merci Antoine pour le passage. Donc, comme Antoine le disait, donc, je vais vous exposer un petit peu les règles de fonctionnement, puisqu'on va être beaucoup à être connectés au niveau du webinaire. Donc, pour les questions-réponses, je vous propose en fait d'utiliser l'outil de conversation Q&R, questions-réponses, pour pouvoir adresser toutes vos questions pendant les différentes présentations, de manière à ce qu'après, derrière, on puisse les reprendre lors de l'échange qu'il y aura avec les différents intervenants. Et puis, donc l'idée, ça va être aussi, l'objectif, ça va être de répondre au maximum à toutes vos questions. Et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, l'objectif, ça sera de les reprendre derrière et de vous apporter une réponse ultérieurement. Donc, merci, puis bon webinaire. Merci Mohamed. Alors, nous avons donc 1h30 à 2h pour discuter ensemble donc, de l'appel à projet. Donc, l'appel à projet vous sera présenté donc, par l'ADEME. On y consacrera une large partie du webinaire. Ensuite, donc, les pôles de compétitivité interviendront pour vous préciser dans quelle mesure ils peuvent vous accompagner dans le cadre de cet appel à projet. Et enfin, on se fixera peut-être des prochains rendez-vous dans de futurs webinaires de présentation de plateformes R&D. Avant de rentrer donc, dans la présentation de l'appel à projet, je vais passer la parole à Aurélie Picard, qui me fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Donc Aurélie est la déléguée générale du comité stratégique de filière et pourra donc ainsi vous donner quelques éléments de contexte et d'actualité. Donc Aurélie, je te passe la parole. Merci Antoine, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour ce lancement de l'appel à projet biométhane à laquelle on a travaillé activement ces derniers mois. Et à cet effet, je voulais remercier les pôles de compétitivité, IAR, Tenedis, Derby, le dynamisme d'Antoine Charbonnier qui a piloté ce projet et de tous les acteurs qui ont participé, et notamment les 80 entreprises qui ont répondu et qui nous ont permis de défendre auprès de l'État la pertinence et donc de l'ADEME, la pertinence de lancer un appel à projet innovant pour remplir pleinement l'objectif qui est le nôtre de diminuer les coûts de la méthanisation tout en augmentant la valeur ajoutée produite en France, qui est l'objectif au sein du CSF sur lequel nous travaillons ensemble. Donc, je tiens à souligner particulièrement, parce que peut-être ne faites-vous pas partie des autres axes du comité stratégique de filière, qui rassemble donc les industriels de la transition énergétique, à la fois sur les questions d'ENR, d'efficacité énergétique, de réseau et de stockage, dans l'objet de développer l'industrie qui correspond à la transition énergétique. On est convaincu que la dimension industrielle est un facteur important pour accélérer la transition énergétique, qu'il est essentiel de faire de la PPE un vrai outil de développement de notre filière. Donc, au sein du CSF, la filière méthanisation est un axe particulièrement dynamique et ce dynamisme est particulièrement apprécié. L'actualité sur le méthane et sur la méthanisation
aujourd'hui est au cœur de l'actualité et on voit les différentes évolutions. Et je pense que ce dynamisme nous aide vraiment à pouvoir porter les messages et discuter dans une approche qu'on essaye cohérente sur les différents leviers, que ce soit sur les questions d'actualité, à la fois sur les tarifs, sur la TICGN ou autres sujets. Et le dynamisme qu'on peut avoir sur l'innovation et la mobilisation de chacun des acteurs pour faire de la méthanisation vraiment un axe fort de la transition énergétique est essentiel. Donc, je suis ravie qu'aujourd'hui, on puisse rentrer dans le détail de l'appel à projet, bien vous l'expliquer. Et j'espère que les réponses seront aussi nombreuses, construites qu'elles ont pu l'être sur l'appel à manifestation d'intérêt, pour qu'on puisse ensemble développer donc, la méthanisation en France et toute la valeur ajoutée qu'on peut créer autour de ce vecteur énergétique, de cette énergie qui est particulièrement vertueuse, mais ce n'est pas à vous que je vais le réexpliquer. Et je pense que vous êtes impatient d'en savoir plus sur l'appel à projet, donc je cède la parole. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, effectivement, donc, on va passer la parole à Juliette Donon et Clément Ackermann de l'ADEME, qui pourront donc présenter plus en détail l'appel à projet. Merci, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon. Donc Juliette Donon, je suis responsable à l'ADEME du pôle financement et programmation et financement investissement d'avenir. Donc on gère les appels à projets investissement d'avenir qui sont opérés par l'ADEME. Et voilà, on est ravis de vous présenter cet appel à projet. Donc on présentera ça avec Clément Ackermann et puis on a Olivier qui est connecté également. Donc peut-être pour juste faire une rapide introduction avant de rentrer dans le vif du sujet et le détail sur l'appel à projet, si on peut passer à la slide suivante. Donc là, sur cette slide, vous avez bien sûr les contacts et les liens utiles. Juste pour vous rappeler que l'ADEME est opérateur du programme des investissements d'avenir depuis 2010. Donc là, on a déjà 10 ans derrière nous de PIA. On a financé au cours de ces années de nombreux projets sur tous les secteurs de la transition écologique et énergétique. Actuellement, on a dû financer un peu plus de 1000 projets, donc voilà, on a un portefeuille de projets très important. Actuellement, les guichets de financement qui peuvent vous intéresser plus particulièrement, on en a remis 2 sur cette présentation. L'appel à projet concours d'innovation, qui est un concours qui est dédié aux PME et aux startups. Donc comme pour toutes les autres actions qu'on a sur le PIA, on vise à financer des projets innovants. C'est principalement des projets portés par des entreprises. Et en fait, les aides du PIA vont être là pour aider ces entreprises à développer un produit, une solution innovante et à aller jusqu'à la mise sur le marché de cette solution. Donc on est vraiment sur des projets d'innovation, recherche, développement, innovation, mais qui va jusqu'à la mise sur le marché ou l'industrialisation à la fin du projet. Donc on est sur des projets quand même assez industriels. Donc d'une part, le concours d'innovation qui est dédié aux PME et startups. On a deux vagues par an. Donc je crois qu'on en dira un petit mot tout à l'heure, puisque c'est des aides qui certainement peuvent vous intéresser, en tout cas si vous êtes PME au sens européen. Et puis d'un autre côté, on a l'action démonstrateur et territoire d'innovation de grande ambition, où on a des appels à projets qui vont couvrir un peu l'ensemble des champs de la transition écologique et énergétique. Donc des appels à projets génériques très larges comme celui sur les systèmes énergétiques, bioéconomie ou encore économie circulaire. Et puis on a aussi des appels à projets qui vont être plus ciblés sur des thématiques particulières, et c'est le cas de l'appel à projet méthanisation qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on a aussi donc un appel à projet, bon là il vient de se clôturer la semaine dernière, qui concernait le déchet du bâtiment. On en a un autre sur le recyclage des textiles, donc la méthanisation, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Et puis on vient également d'ouvrir un appel à projet sur les projets innovants de briques et démonstrateurs hydrogène, qui sera ouvert sur 2 ans. Donc voilà un petit peu pour la photographie des dispositifs qu'on a actuellement qui peuvent vous intéresser. Et donc on va rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui sur l'appel à projet méthanisation. Et donc je vais laisser la main à Clément. Oui, donc là vous avez également le calendrier sous forme visuelle des appels à projets
dont on vient de parler. Oui, merci Juliette. Donc oui, pareil, c'est la bonne slide, donc parfait. Donc oui, donc cet appel à projet, donc comme je vous dis, Juliette vient de le dire, a été lancé très récemment et a pour objectif de faire émerger des solutions industrielles dites innovantes. Au sens de l'innovation très large, innovation technologique, organisationnelle, conceptuelle ou même des innovations de services, permettant de structurer et de développer une filière française d'équipement et des projets de démonstration d'envergure suffisante pour justement essayer de répondre aux objectifs de la PPE et permettre d'ici 2030 une baisse de 30% des coûts de production de la filière en méthanisation et d'une part, et d'autre part de structurer la filière française sur toute la chaîne de valeur avec un objectif, une attention particulière à la standardisation des différentes briques qui peut constituer en fait la filière de la méthanisation. Et donc du coup, comme le disait Juliette également, conformément en fait à notre manière d'intervenir, d'accélérer la mise sur le marché des différentes solutions de la filière méthanisation. Donc slide suivante. Merci. Donc pour ce faire, l'axe, on va dire, priorise plusieurs thématiques qui sont au nombre de 5. Donc une première thématique, un premier axe thématique qui est l'optimisation de la chaîne logistique amont, qui est constituée de tous les projets auxquels peuvent se rattacher tous les projets de récolte, stockage, collecte et résidus de culture, collecte des biodéchets. Un deuxième axe qui est l'axe qui permet de maximiser le pouvoir méthanogène des intrants, qui a pour but d'améliorer le stockage des intrants, d'améliorer les systèmes et technologies de pré-traitement des substrats. Un troisième axe qui est l'optimisation des procédés en tant que tels, qui a pour but pour le coup d'optimiser les procédés de méthanisation, aussi bien sur les parties biologie des digesteurs, méthanisation thermophile, dimensionnement, mais également optimisation des procédés de production et d'extraction, des technologies de méthanisation et de la valorisation des digestats. Un axe 4 qui permet d'optimiser la production et la maintenance des unités de méthanisation, dans lequel vous allez retrouver la mise au point de systèmes de contrôle commande, de recours à l'intelligence artificielle, de métrologie, et vraiment tout ce qui constitue l'environnement du cœur de procédé. On a également des solutions de développement de solutions digitales. Et un dernier axe qui est l'optimisation des coûts de raccordement, qui alors là, pour le coup, vise vraiment à standardiser toutes les technologies permettant un raccordement à des postes d'injection ou d'autres équipements auxiliaires, ou encore d'amélioration des technologies menant à la diminution des coûts des postes d'injection. Donc, slide suivante. Donc on vous a rappelé ici la vue globale du processus de sélection des investissements d'avenir. Donc, plusieurs points sur ce slide. Donc le processus est divisé en 5 grandes phases. Donc, une première phase de pré-dépôt durant laquelle en fait, vous allez prendre contact avec l'ADEME via la boîte mail dont l'adresse figure en bas de la slide à droite. Et donc, à partir de ce moment-là, un échange va commencer entre, en l'occurrence, moi, le chef de projet qui est en charge de cette AAP et les différents ingénieurs qui sont à l'ADEME, où vous allez nous présenter votre projet, nous renvoyer un certain nombre d'éléments pour appréhender, on va dire, la pertinence de votre projet au vu des attendus de l'AAP. Et donc cette phase-là va vraiment vous aider à maturer votre projet jusqu'au dépôt du dossier complet. Et à partir de ce moment-là, vous allez rentrer dans une phase dite de présélection et d'instruction qui va durer à peu près 3 mois, durant laquelle on va passer votre projet en comité de pilotage, qui est un comité de pilotage composé donc du ministère de l'Environnement, du ministère de la Recherche, du ministère des Finances et du secrétariat général pour l'investissement, qui va rendre un premier avis sur une présélection ou non de votre projet. Et si votre projet est présélectionné, vous allez rentrer, on va se voir durant une réunion d'instruction, durant laquelle on va faire appel à une expertise externe. Cette réunion d'instruction va durer une demi-journée, une journée, et va permettre de lever à peu près les derniers verrous, les dernières interrogations qu'on va pouvoir avoir sur votre projet, post tous les échanges qu'on
va pouvoir avoir avant en phase de pré-dépôt. Et suite à cette phase d'instruction, donc le comité de pilotage va rendre un avis, une décision de financement, qui, si elle est positive, va permettre de rentrer dans une phase de contractualisation qui va elle aussi durer 6 mois et qui va se clôturer par la signature d'un contrat entre les différentes parties prenantes et l'ADEME. Ce sont vraiment des contrats bilatéraux à chaque fois. Et donc, du coup, on rentrera dans une phase de suivi où là, le dossier sera transféré des équipes, on va dire, qui sont chargées d'instruire les projets vers les équipes chargées du suivi. Donc, l'ADEME est opérateur vraiment de tous ces AAP, n'est pas décideur en tant que tel. Donc, on est vraiment là pour s'occuper des échanges et des relations avec les porteurs, rendre des avis et faire des analyses des dossiers qui ont été soumis, mais on n'est pas décideur sur ces AAP. Et donc, voilà ce que je pouvais dire après sur le process global. Et oui, et aujourd'hui, point important, l'appel à projet est ouvert du 30 septembre au 28 mai, avec une clôture intermédiaire le 11 janvier. Donc, n'hésitez pas à déposer, on va dire, dès à présent, ou à prendre contact dès à présent avec l'ADEME pour des projets potentiels. Si vous déposez un projet avant le 11 janvier, ce processus s'enclenchera à partir du 11 janvier. Si vous n'arrivez pas à déposer le 11 janvier, vous pouvez déposer plus tard et il y aura votre projet attendra la clôture finale du 28 mai et ce processus-là s'engagera à partir du 28 mai. Slide suivant. Merci. Alors du coup, la typologie des projets attendus sur cette AAP sont des projets qui sont construits un peu comme suivant. Donc, on attend vraiment des projets ou monopartenaires ou collaboratifs dans la limite des 5 partenaires maximum qui bénéficient d'une aide dans un projet. Alors, peut-être premier point, si vous pouvez présenter des projets qui sont à plus de 5 partenaires. Par contre, on demandera du coup à ce que seuls 5 partenaires bénéficient d'une aide et éventuellement à passer tous les autres partenaires en sous-traitance d'un partenaire ou en sous-traitance d'un partenaire principalement. Ça, c'est le premier point. Donc, les budgets minimums pour ce type de projet attendu est de 1 million donc, par projet. Alors, pourquoi? C'est vraiment pour permettre d'avoir des projets qui sont un peu structurants et un peu importants. Et encore une fois, pour essayer de limiter, on va dire, les frais de gestion liés à la gestion des aides, aussi bien de votre côté que de notre côté, puisque, encore une fois, le but, c'est quand même d'avoir une action et des projets qui soient un peu structurants pour la filière et donc de permettre d'avoir des synergies un peu importantes et des effets d'entraînement un peu importants suite à ces projets. De la même manière, on évitera de donner des aides en dessous de 200 000 euros pour des grandes entreprises. Donc, voilà. Donc, vous venez quand même avec des projets qui soient assez importants et si vous n'avez pas des projets qui sont suffisamment structurants, n'hésitez pas à vous rassembler entre partenaires ou à essayer de mixer des projets pour justement avoir des effets un peu d'entraînement intéressants. Au niveau des dépenses éligibles, ça c'est du classique, on a toutes les dépenses éligibles citées ci-dessous sont valables, vous pouvez les présenter. Donc ça comporte aussi bien des salaires et charges que des frais connexes. Les sous-traitances également sont éligibles. Alors la contribution aux amortissements est également éligible et dépendra en fait du régime d'aide sur lequel vous allez vous placer. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Les frais de mission et les autres coûts sont également éligibles. On vous a remis également les taux d'aide en fonction de la taille de l'entreprise, de la nature de l'aide demandée. Est-ce que c'est 100%? Est-ce que vous demandez uniquement de l'avance remboursable ou de l'avance remboursable et des subventions? Avec les différents taux d'aide avec le régime RDI, donc recherche et développement industriel, ou le régime d'aide ligne directrice environnement. Alors, je m'arrête 2 minutes sur le régime RDI et sur le régime LDE. Donc, le régime RDI, c'est vraiment un régime qui a pour but de financer l'innovation, vraiment les coûts liés à l'innovation, donc recherche, développement, innovation, dont on va dire l'amortissement et CAPEX présentés dans le projet. La partie éligible de ces CAPEX et amortissements sera uniquement la partie amortie durant la durée du projet. C'est-à-dire que si on a un CAPEX dans le projet qui va s'amortir sur 10 ans
et que votre projet ne dure que 3 ans, ce sera uniquement la part sur les 3 années d'amortissement qui sera pris en compte dans la définition de l'aide octroyée à cette partie. Et donc, du coup, ici, vous avez l'assiette des coûts éligibles qui est vraiment l'assiette présentée, moins ce qui va être retiré par l'ADEME. À la différence, la ligne directrice environnement, le régime LDE, là correspond à un régime qui est un peu différent, puisqu'en fait, donc, on ne finance pas de la RDI uniquement, on finance uniquement des coûts de projet qui permettent d'aller au-delà des réglementations, au-delà de la réglementation sur, on va dire permettant d'avoir des bénéfices environnementaux qui vont au-delà de ce qui existe aujourd'hui, de ce qui est normé. L'assiette, les dépenses sur cette partie-là en CAPEX se font sur toute la durée de vie du CAPEX et de l'amortissement. Donc, vraiment, on prend tout l'amortissement en compte. La seule différence, c'est que l'assiette éligible ne sera pas l'amortissement sur la durée de vie du projet, mais la différence entre l'assiette présentée du CAPEX moins une solution de référence et moins les cours tirés par l'ADEME. Donc ça, c'est la petite différence. En général, vous l'utilisez très peu, mais il peut y avoir dans certains cas des projets qui ont besoin en fait, de cette ligne directrice environnement. Donc c'est pour ça que je fais un petit point. Et n'hésitez pas à poser vos questions assez en amont sur la boîte mail ou, si je n'ai pas forcément été clair. Si vous avez d'autres questions sur ces régimes-là, on pourra y répondre plus facilement en bilatéral. Donc, voici les taux d'aide pour chacun des régimes. Mention spéciale également pour les organismes de recherche et les collectivités locales qui ont leur nature d'aide uniquement en subvention et leur intensité propre, donc 100% pour les labos s'ils nous présentent des coûts marginaux et 40% s'ils nous présentent leur coût complet. Et pareil pour les collectivités locales, uniquement en subvention à 50% de l'assiette présentée. Et alors concernant les versements des aides, donc, et c'est ce qui est coupé en bas, donc le versement des aides se fait donc, on va dire de 3 façons. Donc vous avez un premier versement qui est l'avance à notification, donc là qui est le premier versement lié à la signature du contrat. Donc, une fois que le contrat est signé, qu'il est retourné à l'ADEME, vous recevez un premier versement d'aide de 15% de l'aide globale. On garde 20% pour la fin du projet. Donc ça, c'est vraiment le dernier versement. Et les 65% autres versements, sont répartis sur différentes étapes clés qui auront lieu durant le projet et qui permettront de valider, on va dire, les avancements du projet. Slide suivante. Alors, au niveau des critères de sélection, on vous a rappelé ici les critères de sélection de l'AAP, qui sont les critères classiques que vous allez retrouver aussi bien sur le concours innovation que sur les AAP démonstrateurs conventionnels, et également sur l'AAP briques et démonstrateurs hydrogène. Donc, vous allez retrouver donc, les critères sur la qualité du montage du projet, la gouvernance, le planning et les jalons décisionnels, la gestion des risques de votre projet et la description des coûts. Très important, la description des coûts pour que nous on puisse bien apprécier en fait ce que vous nous soumettez lors du dépôt. La pertinence et la complémentarité du consortium. Ça, c'est un point aussi également important. La capacité financière de l'entreprise, puisque aujourd'hui, et là c'est un point d'attention, on va dire l'aide est vraiment définie en fonction de l'assiette, des coûts que vous nous présentez, et qui sont après retravaillés par l'ADEME et qui constituent une assiette d'aide éligible, donc sur laquelle on va appliquer un taux. Mais le versement est conditionné, on va dire, par la capacité financière et par notamment en particulier les capitaux propres de votre entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez présenter un projet qui est un peu dimensionnant et structurant, imaginons pour lequel vous ayez une aide de 2 millions d'euros, et qu'une entreprise, sans avoir forcément la capacité, on va dire les capitaux propres nécessaires de 2 millions d'euros en début de projet. Ça, il n'y aura pas de souci, l'ADEME, ça ne bloquera pas, on pourra définir une aide là-dessus. Par contre, les versements d'aide futurs, durant le suivi, seront conditionnés à, on va dire, la somme des aides versées doivent être égale à les capitaux propres de l'entreprise au moment du versement.
C'est-à-dire si je reprends l'exemple de 2 millions d'euros versés par exemple en 4 fois, donc 500 à chaque versement, l'évolution de vos capitaux propres devra être de 500, 1 million, 1,5 million et à la fin 2 millions pour pouvoir justement activer le versement. Donc voilà, donc ça c'est un point assez important. Donc la capacité financière ne détermine pas l'aide octroyée, par contre détermine les versements. Autre point important, on va dire l'aide étant majoritairement composée d'avances remboursables et les avances remboursables ayant pour but d'être remboursées. Nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est votre capacité à pouvoir rembourser ces aides. Donc, la pertinence du modèle d'affaires avec la demande marché, la réplicabilité possible suite au projet, la concurrence éventuellement, aussi bien la concurrence directe de vos concurrents sur votre champ d'activité que peut-être des autres types de solutions qui permettent de satisfaire le même besoin que vous visez dans votre projet. Donc on tiendra aussi compte de la description du modèle d'affaires avec les produits et services envisagés, le segment marché, les business plans que vous pouvez nous envoyer avec les hypothèses que vous nous fournirez également. Le chiffre d'affaires visé dans les 5 années post-projet également pour apprécier, on va dire, la capacité à créer de la valeur de votre solution. Comme j'ai dit, l'innovation, on est sur un AP vraiment qui vise à financer l'innovation et accélérer cette innovation. Donc, l'innovation est une part importante. Donc, vraiment, soyez assez détaillé sur votre projet, comment il se situe par rapport à l'état de l'art, de quel niveau de maturité vous partez, et à quel niveau de maturité vous allez en fin de projet, le type d'innovation et, le cas échéant, les différents verrous, alors aussi bien techniques qu'économiques, que financiers, que vous allez lever dans ce projet. On va être également attentif, puisqu'on est l'ADEME, à tout ce qui est impact environnemental. C'est-à-dire, typiquement, est-ce qu'en termes d'éco-conception, de réduction des émissions de CO2, de réduction de la consommation de matière, voilà, ça c'est des choses qui vont être très importantes, d'autant plus qu'on nous les demande de plus en plus. On pose de plus en plus la question, voilà, quel est l'impact des projets qu'on a financés et quel est l'impact aussi sur la filière des on va dire des co-bénéfices qu'on peut espérer suite à ces démonstrateurs. Et enfin, le dernier, mais non des moindres, l'impact socio-économique, c'est-à-dire vraiment la perspective des créations et de maintien d'emploi sur le territoire, les bénéfices attendus en termes directs ou indirects pour l'écosystème, d'autant plus important dans cette AP que vraiment l'objectif, c'est d'arriver, on va dire, à avoir des co-bénéfices au niveau de la filière en termes de réduction des coûts et en termes de synergie avec d'autres acteurs. Et la pertinence du projet par rapport aux enjeux sociaux et sociétaux qu'il peut y avoir sur un projet. Slide suivante. OK. Donc, au niveau des modalités de remboursement, donc, les modalités de remboursement standard, et il peut y en avoir d'autres, mais c'est un peu le cas général qu'on vous présente. Ce sont des modalités de remboursement en 2 parties, donc 50% de l'avance remboursable à un premier seuil et 50% de l'avance remboursable à un deuxième seuil. Les critères d'atteinte de ces seuils sont en fait basés ou sur un premier euro de chiffre d'affaires ou une première production de produit, ou bien un critère d'avancement de projet en fonction du projet qu'on va recevoir. Et le deuxième critère d'atteinte d'un seuil peut être défini par un succès commercial, qui sera défini durant la phase d'instruction suite à la réunion d'expertise. Ces remboursements sont faits en plusieurs échéances, entre 2 et 4 échéances, suivant votre capacité à dégager de la trésorerie d'une part et votre appétence aussi à vouloir rembourser l'avance remboursable ou à vouloir laisser un peu plus filer. Et sont remboursés à taux d'actualisation qui est donc le taux de la Commission européenne majoré de 100 points de base pour le premier seuil et de 200 points de base pour le deuxième seuil. Alors, ce qui nous fait aujourd'hui à peu près 0,7% de taux d'actualisation et 1,7% pour le deuxième seuil de taux d'actualisation. Et alors, ce taux-là est applicable sur toute l'aide, pas sur la tranche, on va dire, d'AR restante à rembourser, mais c'est
un taux qui est appliqué une fois sur toute l'aide, et une fois qu'il est appliqué, il n'est pas réappliqué derrière. Donc, c'est un peu plus avantageux qu'un prêt, quoi. Et il peut également y avoir, en fonction des projets, on va dire, de la flexibilité sur le prélèvement de la première échéance, où on peut accorder 6 mois on va dire de délai entre l'atteinte du seuil et le premier versement. Donc ça, c'était à peu près le cadre général des modalités de remboursement. Encore une fois, c'est des choses, on a un peu de flexibilité là-dessus, et on pourra en discuter encore une fois post-réunion d'expertise. Et peut-être juste pour compléter, Clément, sur cet aspect des remboursements, bien préciser, parce que c'est souvent des questions qu'on a, et vous aurez certainement des questions, j'imagine, sur ce point, que en fait, c'est bien en fonction de l'atteinte de critères qui vont être définis lors de l'instruction et en fonction du business plan du projet qu'on définit, par exemple, un seuil de chiffre d'affaires qui va déclencher le remboursement. C'est juste pour vous dire que c'est vraiment en fonction de ce succès-là, et que si le projet n'est pas un succès, par exemple, qu'un seuil de chiffre d'affaires n'est pas atteint tel qu'il était prévu, l'avance remboursable n'est pas remboursée, elle se transforme en subvention. Donc c'est quand même très différent d'un prêt. Voilà. Exactement, ouais, très bien. Et donc voilà pour cette slide. Donc maintenant, ce que je propose, c'est de faire place un peu aux questions, et voilà, n'hésitez pas, on pourra y répondre, moi et Olivier. Alors du coup, donc au niveau des questions, je suis en train de les reprendre un petit peu. Alors, une des questions que j'avais eues avant le webinaire, mais du coup, je vais la mettre. Est-ce que les ETP sont prises en compte dans les dépenses éligibles? Oui, les ETP sont... Alors, il y a deux modalités. Donc, pour les entreprises, vous nous présentez les ETP classiques qui sont dédiés au projet. Pour les laboratoires, quand vous nous présentez des ETP, donc une partie on va dire des ETP que vous avez souvent sur les projets sont des ETP que vous allez recruter uniquement pour les besoins du projet. Et une autre partie sont des personnels permanents. Et justement, dans l'annexe 4, qui est, on va dire, l'annexe sur lequel vous allez rentrer vraiment tous les descriptifs des coûts de votre projet, vous allez voir, il y a une colonne qui est dédiée à ces ETP dits permanents. En gros, les ETP qui sont vraiment qui seront pris en compte dans cette annexe-là, c'est vraiment la différence entre les ETP globaux moins les ETP du personnel permanent. Alors ça, c'est pour les laboratoires publics, hein. Disons Voilà. que pour une entreprise, les salaires chargés non environnés sont éligibles. Ouais. Par contre, pour un laboratoire, les personnels permanents de la fonction publique, évidemment, ne sont pas éligibles puisqu'ils sont déjà financés par ailleurs. Ouais, donc ça, c'est une modalité. Et effectivement, la deuxième modalité, ça peut être, vous pouvez être laboratoire public et dire, ben voilà, moi, je ne veux pas forcément présenter des coûts donc marginaux, c'est-à-dire de ce qui vient en plus par rapport à votre, on va dire, activité de base, et présenter l'intégralité de vos ETP. Et là, on va dire, le taux sera un peu, ce ne sera pas le taux à 100% du financement de ce coût marginal, ce sera 40% sur les coûts globaux, sur les ETP globales que vous nous présentez. Et effectivement, comme Juliette disait, les entreprises, elles, ne sont pas considérées, ça ne les concerne pas, cette partie-là. Et effectivement, vous nous présentez tous vos ETP. Ok. Alors après, j'ai une autre question. Les obligations convertibles OC, FTS, BPI sont-elles considérées comme des quasi-fonds propres pour ces AP? Alors, effectivement, tout ce qui est OC, alors il y en a plusieurs, hein. Il y a les OC, il y a les OCA, enfin bref, il y a pas mal de choses. Ça, c'est des quasi-capitaux propres, quasi-fonds propres. Aujourd'hui, nous, on ne tient pas compte de ça dans la définition de ce qu'on appelle les capitaux propres. Nous, on tient vraiment compte pour le versement des aides des capitaux propres au sens, on va dire, au plus pur. Donc, c'est vraiment la ligne DL de vos bilans, plus les comptes courants d'associés bloqués sur la durée du projet. Tout ce qui est obligations convertibles, bref, tout ce qui sort, on va dire, de cette définition n'est pas pris en compte dans la définition des capitaux propres. Donc, c'est vraiment capitaux propres et compte courant d'associés bloqués sur la durée du projet. Ok.
Alors, après, j'ai une autre question. Sur l'axe 1, les solutions digitales logistiques spécifiques pour les biodéchets sont-elles éligibles? Vous pouvez répéter juste la question, s'il vous plaît? Alors, en gros, les solutions digitales logistiques spécifiques pour les biodéchets sont-elles éligibles à cette AP? Alors oui, mais ce sera plus sur l'axe 4. Il y a un axe développement de solutions digitales. Ok. Hop. Alors ensuite, après, donc l'injection dans les réseaux est-elle nécessaire pour que les projets soient éligibles ou l'autoconsommation également peut-être pris en compte? Alors, a priori, non. Non, a priori, non. Seulement, il va falloir vraiment nous expliquer comment est-ce que vous faites du chiffre d'affaires suite à votre projet. Alors, je ne sais pas exactement dans quel cadre cette question, cette question En fait, s'applique. peut-être pour compléter, puis peut-être si ça vous me direz si ça répond pas à la question, mais en fait, on vise vraiment à financer le développement aussi de solutions innovantes, par exemple. Donc on peut tout à fait avoir un démonstrateur qui est à un stade vraiment, démonstrateur et qui donc, par exemple, n'injecte rien dans le réseau parce que c'est qu'un petit démonstrateur et qu'ensuite, post-projet, l'objectif est de faire des vrais projets ou de diffuser cette techno-là. Donc par exemple, ça peut être un exemple, donc non, on peut également être sur des démonstrateurs, peut-être de petite taille ou autre. Enfin, il y a toujours la limite, bien sûr, des 1 000 000 € de budget à respecter, mais il y a peut-être des projets qui sont plutôt sur de la démonstration. Alors, après, j'ai une autre question. Est-ce que la qualité des digestats et la préservation des sols rentrent dans l'AP? Olivier, tu es là? Oui, je suis là. Axe Pourquoi? 3, dans l'axe 3, évidemment, on a un petit item qui concerne la valorisation des digestats. Alors, c'est pas forcément en relation directe avec la préservation des sols, mais néanmoins, dans notre esprit, ça l'est quand même. C'est pour effectivement avoir des épandages de qualité à la suite des opérations d'innovation, en fait. Voilà. Donc, on respecte la réglementation et de la normalisation, et puis formulation éventuellement de produits un peu particuliers à partir des digestats. Mais oui, ce topic-là est bien dans l'axe 3. Ok, après, c'est la même question pour les projets innovants sur l'utilisation et le mode d'injection. Je pense que ça va être éligible. Alors oui, si je peux continuer à Ouais. répondre, oui, sachant que là, moi je voulais faire une parenthèse peut-être sur les autres appels à projets qui sont en cours. On peut avoir des projets dans le cadre de l'innovation qui sont présentés à l'ADEME et qui pourraient rentrer en concurrence. Donc il faudra que les projets en question soient différents et innovants par rapport à ceux qu'on peut éventuellement soutenir aujourd'hui. Ok. Merci. Alors, j'ai encore une autre question. C'est sur. Après, vous avez répondu, hein, si des laboratoires de recherche, enfin, si l'AP inclut des labos de recherche ou CNRS comme partenaire. Donc, ça a été répondu dans les explications. Oui, complètement. Voilà. Après, j'ai une question sur les frais connexes forfaitaires. Est-ce qu'ils sont calculés par rapport à un pourcentage des salaires et des charges éligibles? Oui, donc les frais connexes, oui, point important, vous ne les rentrez pas dans, comment dire, dans la déclaration des ETP. Ça m'est déjà arrivé. Donc ça, non, vous déclarez uniquement vos ETP et en fait, les frais connexes sont calculés automatiquement et sont égaux à 20 des ETP, enfin des coûts d'ETP global. Ok. Alors, j'ai une autre question. Donc, si un projet R&D d'un budget d'environ 3 millions d'euros est porté par 3 porteurs, dont un organisme de recherche, avec un budget qui est inférieur aux 400 000 € de dépenses, est-ce que cette part est-elle éligible ou doit-elle être intégrée au budget d'un autre partenaire? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, en gros, donc, il y a donc, par exemple, un projet R&D avec un budget de 3 millions d'euros qui est porté par 3 partenaires, Ouais, dont un organisme de recherche avec un ouais. budget qui est inférieur à 400 000. Est-ce que cette part, est-ce que c'est éligible ou elle doit être intégrée au budget d'un des deux autres partenaires, en fait? Ah bah, là, c'est simple. Donc vous êtes sur donc oui, vous êtes inférieur à 5 partenaires, donc là, c'est bon. Pour un labo, il n'y a pas de contrainte sur le minimum d'aide.
puisqu'on va verser uniquement des subventions. Donc oui, la part pour le labo de 400 000 est éligible. Après, en modulo, effectivement, on va dire ce que vous faites dans le projet. Mais a priori, le budget là est éligible. Et après, il faudra voir les coûts qui seront présentés dans le projet pour le labo s'ils sont bien en raccord avec ce qu'ils font dans le projet. Mais oui, bien sûr. Et peut-être également pour compléter, parce que là, on nous dit que c'est un budget inférieur à 400 000. Donc, ça serait à voir en fonction du cas présent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même mettre un moment une limite, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à faire des conventions d'aide pour des montants très petits, en fait. C'est ça qu'on explique dans l'appel à projet. Donc, si évidemment l'organisme de recherche a un budget qui est proche des 400 000, voilà, ça se regardera. Après, si c'est juste vraiment 50 000, ou voilà, il y a quand même une limite où là, on va dire non, là, c'est trop petit, on préférera que ça soit intégré en sous-traitance d'un autre partenaire. Ouais, voilà. Il faut quand même qu'il y ait un montant assez significatif. Ouais, comme je le disais, le but, c'est vraiment d'avoir quand même des projets qui sont un peu structurants. Donc, essayer de nous présenter des projets qui sont un peu ambitieux, quoi. Alors après, j'ai une autre question, c'est concernant l'évolution des capitaux propres. Est-ce Ouais. qu'on peut envisager l'évolution des capitaux propres d'un consortium? Vous voulez dire que, en gros, ce seraient tous les capitaux propres d'un consortium qui seraient considérés? J'imagine que la question porte plutôt sur le fait que l'entreprise ou que les entreprises n'ont pas les capitaux propres au moment du dépôt de dossier. Ouais. Donc dans ce cas, effectivement, c'est possible que des levées de fonds soient prévues dans les mois qui viennent, par exemple. Évidemment, la règle des capitaux propres, on la regarde à chaque versement de l'aide, et c'est possible, notamment pour des startups, ça peut arriver que l'entreprise n'ait pas les capitaux propres au moment du dépôt, mais que des levées de fonds soient prévues. Et donc, dans ce cas-là, il faut bien justifier de ce point-là, de quelles levées de fonds sont prévues dans les mois qui viennent. Et on peut parfois, en effet, accepter que l'entreprise n'a pas le montant de capitaux propres égal à l'aide demandée au moment du dépôt, mais par contre, il faut qu'elle ait prévu de renforcer ses capitaux propres au fil du projet. Ouais. Je ne sais pas si c'était ça la question. Mais... Ouais. Par contre, petite précision, les conventions étant bilatérales avec chacun des partenaires, entre l'ADEME et chacun des partenaires, et les aides étant versées en propre à chacun des partenaires, c'est vraiment les capitaux propres du partenaire, en tout cas pour les entreprises. Ça ne concerne pas les labos ni les collectivités locales, ça concerne que les entreprises. On va dire les capitaux propres, c'est individuellement qui sont gardés pour chacun des partenaires. C'est pas c'est pas la moyenne, la somme de tous les capitaux propres de toutes les entreprises qui doit être supérieure à l'aide globale octroyée. Juste pour que ce soit clair. Alors après, une autre question, merci pour la réponse. Une autre question, donc pour une ETI dans un consortium, donc les subventions reçues seraient de 33% des 50% du budget, soit 16,6%, ou c'est 50%? Alors, donc les ETI sont considérés comme une grande entreprise au sens de la Commission européenne. Donc, une fois que vous avez défini le fait que vous êtes une ETI, donc une grande entreprise, vous pouvez faire deux types de demandes d'aide. Ou alors une aide 100% d'avance remboursable. Et donc là, si vous êtes collaboratif, vous avez un taux de 50% d'aide qui est appliqué à l'assiette que vous nous présentez. Ouais. Ou si vous êtes non collaboratif, 35%. Ou deuxième schéma, vous ne voulez pas 100% d'AR, vous voulez un mix à avance remboursable et subvention. Et alors là, du coup, si vous êtes en collaboratif, vous aurez 40% d'aide appliquée à l'assiette, ou 25% si vous êtes en non collaboratif. Ok. Merci. Alors après, quel rôle peut être envisagé pour une collectivité territoriale pour ce type de dispositif compte tenu du cadre de la commande publique? Tu veux intervenir, Olivier? Ou Juliette? Je vous laisse compléter. Enfin, moi, je dirais en réponse que l'appel à projet vise quand même principalement des projets qui vont être portés par une entreprise pour développer et mettre sur le marché une solution innovante. Donc, c'est quand même principalement à destination d'une entreprise. Après, c'est possible qu'une collectivité participe, par exemple, en tant que territoire d'expérimentation, mais l'impulsion, et d'ailleurs, je pense que le projet doit être porté quand même par une entreprise. Donc,
on vise pas à financer une collectivité dans cet appel à projet, ce sera principalement l'entreprise qui sera visée. Ouais. Après, ce qu'on peut voir souvent avec les collectivités, c'est oui, effectivement, donc les voir ou alors en tant qu'acteur qui va venir pour faire de la dissémination, pour prêter, pour, on va dire, octroyer un site, ce genre de choses, mais on peut voir aussi les collectivités intervenir de façon indirecte au travers leurs syndicats d'énergie ou leur SEM, parce que justement après la SEM peut être opérateur d'un site, du ou d'un site ou d'une partie du démonstrateur, de toute partie du démonstrateur, ou peut avoir un rôle à jouer dans la partie opérationnelle post-projet. Ça arrive. Ok. Alors après, donc, j'ai une question donc, sur un projet qui aurait déjà été déposé à BPI dans le cadre de la filière PSPC Région 2. Est-ce que, est-ce que c'est compatible avec un dépôt de dossier dans le cadre de cet AP? Si vous avez déjà… Alors, deux cas de figure, vous pouvez déposer à 2 guichets en parallèle. Ça, il n'y a pas de problème, il faudra juste nous le signaler dans les déclarations d'aide. Si vous avez une aide à un guichet, encore une fois, aujourd'hui, suivant les règles de la Commission européenne sur les aides d'État, vous avez les entreprises ont des seuils à ne pas dépasser en cumul d'aide sur un même scope. Donc, si vous n'avez pas reçu, on va dire, une aide qui permet d'atteindre ces taux max, vous pouvez donc avoir une aide complémentaire d'un autre guichet. Par contre, si vous avez atteint ces taux max, vous pouvez nous présenter on va dire un scope différent, un scope différent sur le projet ASTAAP, mais il faudra bien montrer la différence et bien séparer les deux projets qui ont été présentés aux 2 guichets, parce que nous, on ne pourra pas intervenir 2 fois sur le même, sur le même champ d'action, si vous avez atteint vos taux d'aide maximum. Alors après, j'ai une question, mais je pense que est-ce que la DTIGA est également ouverte aux startups? Je pense que, oui, normalement, mais Oui, il n'y a aucun problème, c'est ouvert à tout le monde. Après, c'est plus en fait les modalités d'intervention et notamment les taux d'aide en fait qui peuvent intéresser, qui peuvent faire que certains guichets sont plus intéressants pour certaines entreprises que d'autres. Typiquement, si vous êtes une start-up, je vous invite peut-être à aller, vous pouvez aller sur Concours Innovation si vous voulez présenter des projets qui sont plus petits. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on vous l'a présenté au tout début, c'est que le Concours Innovation permet d'avoir des projets qui sont vraiment avec un budget plus restreint, avec des taux d'aide tout aussi intéressants, puisque pour des petites entreprises, vous êtes à 45% de taux d'aide, pour des moyennes entreprises à 35%. Et vous êtes aussi sur des modalités un peu plus light en termes de suivi et d'instruction. Après, voilà, si vous dépassez, si vous voulez être en consort. Par contre, oui, sur le Concours Innovation, vous venez seul. Les entreprises et les startups viennent seules. Par contre, si effectivement vous voulez être sur un projet collaboratif, etc., oui, donc là, le guichet le plus intéressant, à mon avis, sera la AP méthanisation, pour du collaboratif. Alors après, j'ai une autre question. Une entreprise peut-elle déposer plusieurs dossiers à l'AP? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, encore une fois, nous, on regardera votre capacité, comme je disais, votre capacité financière et votre solidité financière pour pouvoir, on va dire, supporter, financièrement parlant, tous ces projets. Pareil en termes de moyens, on va regarder est-ce que vous avez les moyens nécessaires humains pour suivre tout le monde. Mais oui, complètement, il n'y a pas de problème. Alors, pour le deuxième seuil de remboursement, pouvez-vous donner un exemple d'atteinte du seuil? Quels sont les facteurs de détermination d'un succès commercial? Alors, donc, oui, je vais vous donner un exemple. En gros, on peut prendre, par exemple, je ne sais pas moi, une unité de power to gas, par exemple. Le premier seuil de remboursement, ça pourrait être, on va dire, le premier euro de chiffre d'affaires généré lors de l'injection du gaz de synthèse sur le réseau. Ça marche aussi avec un méthaniseur d'ailleurs. Et le deuxième seuil de le seuil de succès commercial, ça pourrait être, je sais pas moi, l'atteinte d'un certain niveau de chiffre d'affaires de, je sais pas moi, 10 millions, par exemple, généré par l'injection de méthane sur
sur ce réseau, par exemple. J'ai oublié, oui. Alors après, Oui, non, excusez-moi, juste une autre précision. Oui, il y avait un point sur comment est déterminé ce seuil-là. Oui, donc il est déterminé par rapport aux données que vous nous envoyez dans, d'une part, vos annexes 6, annexes financières, parce que là-dedans, vous allez avoir des informations sur comment vous générez votre chiffre d'affaires. Et nous, on va regarder quand même, on va essayer de trouver un équilibre entre le fait de vous laisser quand même un peu de marge de manœuvre pour dégager, pour faire suffisamment de trésorerie avant de vous demander le remboursement. Et en même temps, on va dire une certaine atténuation du risque pour l'État, de ne pas non plus attendre trop longtemps dans le temps de vous faire rembourser pour quand même avoir ce remboursement. Donc, c'est vraiment les informations que vous nous fournirez dans les différentes annexes lors du dépôt de projet et éventuellement pour des projets qui sont plus complexes, si vous avez des modèles un peu financiers sur vos installations, n'hésitez pas à nous les transmettre parce que c'est toujours très, très utile, même sur des plans de trésorerie, on va dire, que vous avez en propre, ça permet de résoudre souvent pas mal de choses. alors, Et vous, alors après, il y avait une question, c'était donc il y a par exemple pour un projet qui se fait en 2 phases, R&D et industriel, comment ça se passe pour les modalités de remboursement? Est-ce que c'est uniquement l'AP, c'est uniquement que pour des projets R&D ou la phase industrielle rentre en compte aussi? En fait, on peut prendre en compte, des dépenses de RDI, de pré-industrialisation, on va dire, et également, le premier démonstrateur. Après si on a un projet qui, je pense c'est ça la question, qui est plutôt orienté R&D, en fait, on va aussi tabler sur le futur business plan. Par exemple, si, une solution est développée et puis qu'ensuite elle va être vendue, et ben, on va demander les projections, de ce futur business plan et c'est là-dessus qu'on calquera le chiffre d'affaires, qui va déclencher l'atteinte des retours financiers. C'est sur le futur business plan d'une solution, innovante qui est développée dans le projet. En fait, ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans industrialisation. Si vous faites votre R&D et que fin de R&D, vous pouvez directement industrialiser parce que voilà, vous n'avez pas d'étapes supplémentaires ou pas de risques supplémentaires sur la suite. Là, effectivement, la partie industrialisation sera un peu hors scope et rentrera, on va dire, dans la partie, on va dire, valorisation de ce qui a été fait dans le projet. Par contre, si on entend industrialisation par ligne pilote, par la nécessité de faire une ligne pilote pré-industrielle ou qui contient des verrous techniques, qui contient d'innovation, ça peut rentrer aussi dans les coûts qui peuvent nous être présentés. Donc, on aurait vraiment, pour le coup, une partie R&D qui serait vraiment sur un démonstrateur et sur, on va dire, la maturation d'une solution. Et après, pour développer cette solution à grande échelle, il faudrait justement travailler sur une ligne. Mais effectivement, là, il y a des verrous. Voilà, cette partie-là est aussi éligible. Et après, on rentre vraiment en partie industrialisation, commercialisation. On est au-delà du terrain neuf. Et donc, toute cette partie-là sera hors scope. Ok. Alors après, est-ce que dans les axes 3 et 4, les projets d'épuration et de liquéfaction du CH4 et du CO2 sont-elles éligibles? Je réponds. Vas-y. Alors, a priori, oui. Néanmoins, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on a d'autres projets qui sont, ou d'autres appels à projets, ou d'autres on va dire dispositifs qui nous ont déposé des dossiers qui peuvent être concurrents. Donc, il faudra vraiment que la solution elle soit différente. Et ça répond à une question un petit peu qui a été posée plutôt sur la fin, sur l'évaluation de la. Alors, si je reprends la question. Comment vérifiez-vous que la solution proposée n'a jamais été testée ou mise en œuvre? Eh bien, écoutez, voilà, c'est un peu aussi l'expérience de l'ADEME qui est mise en œuvre, notamment sur les présentations de solutions innovantes qui peuvent être faites dans d'autres guichets. Voilà. Donc la réponse, elle est clairement, si votre procédé de liquéfaction est différent de ceux qu'on a soutenus par ailleurs dans le passé ou en cours, oui, ça pourra faire l'objet d'une étude, sinon, écoutez, non. Alors après, il y a une question sur
Alors, de précision sur les mécanismes entre subventions et avances remboursables. Mhm. Si c'est possible parce que de bien définir la différence entre les deux. Alors, une subvention, on vous la donne, vous la gardez, on vous demande rien dessus. C'est vraiment une subvention, c'est de l'argent qui est donné. L'avance remboursable, c'est une avance qui doit être remboursée. C'est pas un prêt, comme le disait Juliette. Donc, alors, la part avance remboursable et subvention lors des versements, si vous choisissez un mix, donc sera toujours la même qui va être octroyée. Donc, si je vous verse 100, 4 fois 100, vous aurez toujours dans les 100 versés 30% de subvention et 67% d'avance remboursable. L'avance remboursable, comme je disais, n'est pas un prêt. Donc, si jamais le projet essuie un échec technique ou ne peut pas se terminer, l'avance remboursable est convertie en subvention et vous ne remboursez rien. Si le projet est une réussite, deuxième cas de figure, est-ce que vous arrivez à vendre à faire un premier euro de chiffre d'affaires ou à vendre une première unité? Oui, non. Si c'est oui, bon, vous commencez à rembourser suivant un certain nombre d'échéances. Si c'est non, alors nous, on va attendre. On va attendre, alors je crois que c'est 6 ans, enfin 5-6 ans, on va attendre un certain délai. Si au bout de ce délai-là, vous n'avez pas réussi à vendre quelque chose, l'avance remboursable tombe et vous n'avez rien à rembourser. Voilà. Donc, pareil, deuxième phase, on va dire, sur le deuxième remboursement, pareil. Donc, le premier, vous avez réussi à vendre quelque chose, donc ça, très bien, vous remboursez une partie, les premiers 50%. Et après, sur les 50% restants, pareil, si vous avez réussi à atteindre votre succès, vous remboursez suivant les échéances qui ont été définies en contractualisation. Si vous ne remboursez pas, pareil, il y a un temps de latence. Et si durant ce temps de latence, vous n'avez pas atteint votre succès commercial, vous ne remboursez pas, en gros. Et donc, sur le taux d'intérêt, enfin sur le taux d'actualisation, c'est vraiment un taux d'actualisation qui est appliqué une fois sur la globalité de l'aide. Donc, si vous avez 100 d'aides à un taux d'actualisation de 1%, vous aurez 1% fois les 100 d'aides en plus sur les 100. Donc, ce n'est pas du tout comme un prêt où vous allez avoir les 1% qui vont s'appliquer sur, on va dire, le principal qui reste à payer, enfin qui reste à rembourser. Donc, c'est beaucoup plus light. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et peut-être, parce que je vois les questions aussi en parallèle pour compléter, il y a une question qui qui regroupe un peu ça pour demander si c'était permis par l'Union et est-ce que ça rentre dans la règle des minimis. Donc oui, c'est permis évidemment par l'Union puisque c'est une avance remboursable, donc elle est conditionnée à l'atteinte de votre succès technique et commercial. Donc si vous n'atteignez pas les critères définis au préalable dans la convention de financement, elle se transforme en subvention. Donc ça, c'est évidemment complètement autorisé, hein. On ne fait pas dans l'illégalité. Et puis, ça ne rentre pas dans la règle des minimis parce qu'en fait, c'est une aide qu'on accorde sur le régime RDI. Donc d'ailleurs, ça répond peut-être aussi en partie à la question suivante. Le régime RDI, c'est un régime d'aide qui est encadré par la Commission européenne pour les aides à la recherche, au développement et à l'innovation. Donc, ce n'est pas le régime minimis, c'est un autre régime. Donc, ces aides-là ne sont pas des aides de minimis, elles sont des aides qui ont été accordées sur le régime recherche, développement, innovation, qui est un régime de l'Union qui encadre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'aide d'État, les États ont des règles assez strictes qui sont édictées par la Commission européenne. Donc, la France n'a pas le droit d'octroyer des aides à ces entreprises sans base. Donc, on peut le faire dans certains cas uniquement, donc notamment en cas de recherche, développement, innovation. C'est un des cas pour lequel on a le droit d'octroyer des aides à nos entreprises. Voilà. Alors après, j'ai une question sur une étude. Est-ce que, par exemple, une étude de faisabilité préalable au développement d'un démonstrateur peut être incluse dans l'assiette de dépenses éligible? Je dirais que oui, et peut-être pour préciser un peu, parce qu'il y avait une autre question au-dessus sur le degré de maturité du projet, Oui. peut-être vous dire qu'on vise des projets innovants qui vont lever des verrous. Par contre, on n'est pas sur des projets de recherche trop amont, on n'est pas sur de la recherche fondamentale. Généralement, on est sur quand même une recherche qui a
peut-être fait une première preuve de concept et on est vraiment plutôt sur la phase environ TRL 5 pour aller vers le TRL 9, on va dire, à peu près. Et peut-être en précision, si vous avez des questions comme ça un petit peu pointues, n'hésitez pas à aller voir le régime d'aide de l'ADEME qui explique tout ça. Et alors, ce régime d'aide, il s'appelle, sortez vos stylos, ADEME SA 40 264. Vous tapez ça sur Google, vous allez tomber directement dessus et vous allez avoir vraiment en détail tout ce qui est éligible, pas éligible, comment ça s'articule, enfin voilà, vous avez tout. Clément, peut-être tu peux répéter Ouais. Donc, le régime d'aide, c'est le régime ADEME SA 40 264. Et 266, pardon. 266 aussi? Ouais, c'est... Alors, merci pour l'information. Alors après, il y a une question générale. Quelle est l'enveloppe globale de l'AP? Alors ça, on n'a pas... Enfin, en fait, c'est pas forcément une donnée... Enfin, c'est pas une donnée... je crois pas que ce soit une donnée publique à ce stade. Mais en tout cas, dans le cadre du PIA, on a... côté ADEME, en tant qu'opérateur du PIA, on a des budgets qui sont quand même significatifs pour opérer nos AAP du PIA et on n'a pas forcément communiqué d'enveloppe par AAP. En gros, peut-être le mieux, le conseil que je peux donner, c'est si vous avez de bons projets, venez avec ces projets. Et on va dire ces histoires d'enveloppe budgétaire, ça c'est plus des sujets de notre côté et on va être, je ne vais pas dire que vous ne vous souciez pas de ça, mais voilà, nous on essaiera de financer tout ce qui peut être financé. Et de toute façon, après, dans l'autre cas, si jamais l'enveloppe sur la méthanisation est consommée, il reste l'AP SEVTD, qu'on vous a présenté en tout début, qui peut accueillir jusqu'au 20 janvier uniquement 2021 d'autres projets que vous pourriez avoir. Donc ça, c'est le premier point et c'est pour ça qu'on vous l'a présenté, j'insiste bien. Et après, un autre point, je me permets d'aborder ce sujet parce que je n'ai pas encore eu le temps. Pour les projets un peu gros de power to gas avec des électrolyseurs et d'hydrogène dedans, et ou de l'hydrogène dedans, n'hésitez pas à les envoyer plutôt sur la baie brique hydrogène, brique technologique hydrogène, qui est un AP sur lequel on a effectivement plus de fonds. Et souvent, c'est des projets qui sont un peu gros, donc voilà, ils seront plus pertinents là-bas. Ça faisait l'objet d'une question. Tu as donc répondu à une question. Ah bah parfait, génial. Et je pense que la présentation sera certainement transmise aux participants. J'imagine. Donc sur la première page, on avait rappelé l'ensemble de ces appels à projets avec les liens. Donc vous avez le lien vers l'appel à projet brique et démonstrateur hydrogène. Voilà, pour les projets qui contiennent de l'hydrogène, en effet, c'est une bonne chose. Alors après, je vais prendre juste la dernière question. Et de toute façon, dans tous les cas, si on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, on essaiera d'y répondre ultérieurement. Alors, peut-on déposer un projet qui couvre plusieurs axes? Ah oui, complètement. Ok. Donc, du coup, les différentes questions auxquelles on n'a pas pu répondre, je propose qu'on de toute façon, on aura la possibilité de les récupérer dans Zoom, et puis à ce moment-là, on vous enverra des réponses ultérieurement aux différentes questions qui ont été posées. Ouais, si je peux juste me permettre une toute dernière intervention, n'hésitez pas pour la rédaction des dossiers, pour la mise en relation des partenaires, des partenaires, si jamais vous êtes une PME toute seule, que vous cherchez des partenaires pour monter votre projet, etc. N'hésitez pas à vous orienter vers les pôles de compétitivité qui sont top, qui savent ce qu'on veut puisqu'on a des échanges de temps en temps et qui pourront vous accompagner parfaitement sur le montage, sur la rédaction, sur trouver des partenaires, sur tous ces sujets-là que nous, en ADEME, au moins côté national, on n'a pas forcément tout le temps de faire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les pôles de compétitivité pour des infos.
Oui, et après on laisse parce qu'il y a d'autres parties qui arrivent. On sait que le budget minimum de 1 000 000 € peut paraître, certainement élevé aussi pour certains. J'ai vu certaines questions là-dessus. Juste vous dire qu'en effet, les dépenses éligibles sont, en fait assez nombreuses, dont les salaires, voilà, donc avec les frais connexes, et cetera. Donc c'est vrai que les dépenses sont pas uniquement les dépenses du démonstrateur. Il y a aussi toutes les dépenses autour qui peut-être permettent de faire augmenter un petit peu cette assiette, et également les projets collaboratifs, hein, bien sûr, avec les regroupements dont je pense vous allez parler ensuite dans les parties qui suivent du webinaire. Merci en tout cas pour vos Voilà. questions. Merci à tous. Merci, merci Juliette, merci Clément, merci Mohamed, et merci pour cette transition, puisque effectivement, nous allons maintenant passer la parole à Gilles Charrier et Marine Oman, qui vont vous présenter les possibilités d'accompagnement proposées par les pôles de compétitivité. Bonjour à tous, merci pour cette transition, Clément, qui effectivement tombe à point nommé. Donc, je vais vous rappeler un petit peu le rôle des pôles à travers notre mission de base, hein, qui est celle d'accompagner les porteurs de projets tout au long de la genèse d'un projet innovant. Et ensuite, donc, on vous parlera d'un outil plus spécifique que l'on met en place spécifiquement pour accompagner cet appel à projet. Slide suivant. Alors, les pôles de compétitivité sont, depuis le début, le lancement du CSF, nouveau système énergétique, donc sont impliqués, hein, dans les différents groupes de travail. Dans celui qui est concerné, qui est axé sur la méthanisation, donc 4 pôles de compétitivité sont principalement donc impliqués. Donc, il s'agit des 4 pôles dont vous voyez les logos s'afficher. Et donc, tous les 4, nous travaillons de concert. Nous avons déjà travaillé sur une première phase pour certains d'entre vous qui ont déjà sollicité, qui ont déjà suivi un petit peu les actions du CSF et qui ont répondu à l'AMI, donc l'appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé en fin d'année dernière. Donc, ce sont les pôles qui avaient opéré cette AMI et la collecte des réponses. Nous avons également fait le travail de synthèse de ces réponses, cahier de synthèse qui a permis de déclencher, donc avec l'ensemble des remontées de propositions, qui a permis de déclencher donc, le lancement de l'appel à projet qui vous est présenté aujourd'hui. Alors, pourquoi les pôles de compétitivité? D'une part, effectivement, comme ça a été dit, on a une connaissance assez fine des écosystèmes sur nos territoires, à la fois évidemment les entreprises, que ce soit les grands groupes, mais aussi les ETI, les PME et les startups, bien sûr, que l'on accompagne, mais aussi les collectivités, hein, que l'on côtoie au quotidien, et bien évidemment les structures de recherche et développement, les centres de R&D publics, voire privés, donc qui sont sur, dans les différentes régions. Alors, jusqu'à présent, on a été, comme je vous l'ai dit, donc associé à cette première étape de l'AMI pour une seconde raison qui est le fait que ça fait partie des gènes des pôles de compétitivité, on assure une parfaite confidentialité des différentes réponses qui nous sont apportées par les porteurs. Donc, on est garant de cette confidentialité. Donc, on est le tiers de confiance qui permet d'assurer une totale transparence et qui évite tout conflit d'intérêt au niveau de la collecte et du traitement de ces réponses. Donc, dans le cadre de notre métier traditionnel, slide suivant, comme je l'indiquais effectivement, mais là de façon un peu plus détaillée, on intervient à plusieurs niveaux dans le cadre de l'accompagnement des projets, de l'émergence, c'est-à-dire de l'idée de base d'un projet, hein, savoir identifier donc avec une entreprise ou un labo une idée de projet, jusqu'à la réalisation de ce projet, son suivi. Alors, ça passe par différentes étapes et là, on va s'attacher essentiellement à 2 étapes clés que l'on va retrouver dans l'outil que l'on a développé spécifiquement pour cet appel à projet. Donc, il s'agit des deux étapes finalement du début, l'émergence et la maturation. Alors, dans le cadre de l'émergence, donc bien sûr, il peut y avoir un sujet qui concerne l'orientation vers les guichets de financement. Donc, ça a été un peu évoqué à travers la présentation de l'ADEME, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs guichets aussi. Hein, donc, ça, c'est notre rôle de vous guider vers le plus adapté finalement à votre projet. On apporte aussi une aide au montage du projet lui-même, c'est-à-dire le cadrage du projet, donc être sûr que tous les éléments sont bien réunis pour pouvoir répondre à l'appel à projet. Et l'autre phase sur laquelle on apporte une expertise et une compétence, c'est la maturation.
Alors, la maturation, c'est essentiellement cette brique qui va être très utile dans le cadre de cet appel à projet, c'est la recherche de partenaires. On l'a vu, le seuil de montant minimum de projet est assez élevé. Pour certains, effectivement, ça peut être rédhibitoire. Donc, il ne faut surtout pas se fermer de porte. On est là aussi pour vous aider à trouver des contreparties, des partenaires qui vont permettre d'atteindre le seuil d'un projet significatif et d'un projet plus ambitieux. Pour faire ce travail-là, je ne vais pas détailler le reste des axes de nos missions qui sont classiques dans le cadre des pôles de compétitivité que vous connaissez de toute façon. Donc, je vais passer la parole à Marine Oman, qui va vous détailler l'outil qui a été mis en place spécialement pour cet appel à projet. Merci Gilles. On souhaitait, dans le cadre de cet appel à projet, mettre en place un outil de recherche de partenaires que l'on appelle fiche partenaire aujourd'hui. C'est un formulaire de type Google Form que l'on vous proposera de compléter en ligne. Il s'agit de 12 questions qui vont vous permettre d'identifier votre besoin ou d'identifier vos compétences, d'identifier la structure que vous êtes et le contact que l'on va pouvoir contacter par la suite pour répondre à cette demande. Cette fiche a vocation à être remplie en 5 minutes. Encore une fois, l'idée est d'avoir un outil simple, rapide. Donc, cet outil-là a été mis en place afin, d'une part, de faciliter l'identification des besoins de partenariat dans le cadre de l'appel à projet. Si vous recherchez un partenaire pour proposer une compétence, une brique techno, ou si vous disposez d'une expertise, n'hésitez pas à remplir cette fiche. L'autre objectif de cette fiche, c'est de bénéficier en fait de cette coopération Interpol, puisque nous pourrons ainsi non pas uniquement vous apporter une réponse à une échelle régionale, mais vous apporter une réponse à une échelle du coup nationale. Slide suivante, s'il te plaît. En termes de processus, donc la première étape, c'est que nous allons vous envoyer par mail à l'issue de ce webinaire un lien qui vous permet d'accéder au Google Form qui compose cette fiche partenaire. Donc, étape 2, vous complétez cette fiche en ligne. Comme je l'ai dit précédemment, 12 questions très simples pour bien identifier le besoin, la structure, le contact. Et l'étape 3, c'est ce Google Form du coup, que nous recevons, nous, les pôles de compétitivité, les 4 qui ont été cités tout à l'heure. Et nous regardons comment nous pouvons vous accompagner au mieux dans l'identification de structures, de projets pour répondre à ce besoin ou à cette offre que vous allez exprimer. Pas de choses complémentaires à vous apporter à ce stade. N'hésitez pas, comme ça a pu être dit, les pôles de compétitivité vont être à vos côtés pour répondre à vos questions et vos problématiques. Donc, vous nous contactez et on fera au mieux pour répondre à vos besoins. Voilà pour la présentation de cette fiche partenaire. Merci Marine, merci Gilles. Alors, effectivement, ensuite pour terminer ce webinaire, nous avions envisagé vous présenter des plateformes R&D sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour développer vos projets. Nous n'aurons pas le temps de le faire, donc ce que nous souhaitons vous proposer, c'est de prendre rendez-vous pour 2 webinaires à venir. Le premier qui sera organisé le 24 novembre, dont l'objet sera de vous présenter le réseau du CTBM. Je vais passer la parole à Alice Hostis dans quelques instants pour qu'elle présente rapidement le CTBM et introduise ce webinaire. Et puis ensuite, on donnera la possibilité aux centres de recherche et aux plateformes d'innovation qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt du CSF de se présenter. Donc, ces centres de recherche et ces plateformes d'innovation seront contactés très rapidement par les pôles de compétitivité et donc, on vous enverra une invitation
pour ces 2 webinaires. Donc, je vais passer la parole immédiatement à Alice, qui pourra vous dire 2 mots à propos du premier webinaire. Bonjour à tous, donc je suis Alice Lostis, je dirige le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation, qui rassemble en fait les principaux laboratoires français actifs sur les sujets de la méthanisation. Vous voyez sur votre écran la carte de ces laboratoires, donc il y en a une bonne partie autour de la région parisienne, d'autres dans le sud de la France, certains à Clermont-Ferrand, Nancy ou Lyon. Et il travaille sur tous les domaines liés à la méthanisation, aussi bien l'agronomie que l'économie, le traitement des gaz et des différents intrants. Et donc, nous allons vous les présenter, puisque les délais étaient un peu trop courts aujourd'hui, à l'occasion d'un webinaire le 24 novembre à 16 h. Nous n'avons pas encore de lien pour l'inscription, il vous sera transmis prochainement par le CSF. Et ces laboratoires-là se feront un plaisir de vous présenter aussi bien les projets de recherche dans lesquels ils sont actifs et pour lesquels eux-mêmes pourraient avoir besoin de partenaires, que surtout leurs offres de services, prestations, moyens d'essai, puisque la plupart d'entre eux peuvent disposer de pilotes ou de moyens type des parcelles ou des espaces d'essai, du temps d'étude, etc. Donc, si vous avez besoin de sous-traitants ou de partenaires pour vos différents projets. Et le CTBM a aussi une page web sur laquelle vous pourrez aller quand vous aurez reçu les planches ou en cherchant l'adresse dans un moteur de recherche dans lequel vous trouverez tout en bas de la page les différents centres de recherche partenaires. Donc, nous avons déjà réalisé une plaquette qui vous permet de voir déjà les principales compétences de ces laboratoires-là et la page de leur site web, si vous souhaitez y accéder même avant le webinaire pour les contacter tout de suite. Je vous remercie pour votre attention. Merci Alice. Alors, bon, nous avons eu moins de questions pour cette deuxième partie. Seulement 2 questions concernant la géographie des entreprises et des projets. Gilles, peut-être que tu peux y répondre. La première concerne le fait de savoir si Derby ou un autre pôle de compétitivité peut accepter des entreprises venant d'autres régions que les régions sur lesquelles les pôles de compétitivité opèrent. Oui. Alors, bon, le principe que l'on va adopter, effectivement, c'est que l'on puisse répondre à des questions d'entreprises qui sont situées sur des territoires non couverts par les 4 pôles qui sont présents autour de ce dispositif. Hein. Donc, IAR qui couvre la partie Hauts-de-France, Île-de-France. Le pôle donc TNR10 qui couvre la région Aura, le pôle Cap Énergie qui couvre la région Sud PACA, et le pôle Derby donc qui couvre la région Occitanie. Alors, c'est pas parce que ces 4 pôles sont effectivement les 4 principaux que nous n'avons pas d'autres relais avec d'autres pôles en région, sur les autres régions, pas forcément centrés sur la méthanisation, mais que l'on peut et que l'on va activer pour être relais déjà de prise de contact, et puis ensuite, à un deuxième niveau, s'il le fallait, donc prendre en charge les demandes des entreprises concernées. Donc, ça correspond, par exemple, si je prends toute la façade ouest, donc Nouvelle-Aquitaine, région centre Val-de-Loire, Pays de Loire. Donc là, c'est un pôle qui s'appelle S22 hein, qui est sur cette région, sur ces 3 régions, et avec qui on travaille de façon très étroite. Puis sur les régions, donc Normandie-Bretagne, on a des contacts qui ne sont pas des pôles, mais qui permettront aussi d'assurer le relais. Alors après, je précise juste pour IAR, on couvre aussi la partie Grand Est aussi. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. C'était pour préciser. Donc on couvre et voilà, ça va être assez facile de couvrir l'ensemble du territoire. Ouais. Alors après, je vais juste rajouter une précision. C'est-à-dire que aussi on peut avoir des cas où, par exemple, vous avez des partenaires il peut y avoir des projets, par exemple, vous cherchez un partenaire et que le partenaire ne se retrouve pas forcément dans la région où vous vous situez.
Et c'est possible qu'il peut y avoir un partenaire qui se situe dans une autre région parce que les compétences qu'ils ont sont complémentaires et répondent à ce que vous recherchez. Donc, pour répondre préciser aussi ce cas-là, donc on va procéder sous forme d'une sorte de data room, hein, c'est-à-dire qu'entre pôles, on va se réunir régulièrement donc pour consulter donc les demandes et les offres, hein, qui seront recueillies à partir des fiches qui ont été évoquées tout à l'heure. Et c'est aussi à travers cette recherche-là, puis les contacts directs, que l'on verra comment obtenir la contrepartie adéquate, qu'elle soit effectivement en local ou sur un autre territoire un autre territoire national, mais hors région. Donc, c'est l'intérêt aussi de travailler en mutualisation des pôles. Ouais. Alors après, je reprends un petit peu les différentes questions. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions qui sont posées sur cette partie-là. Alors oui, il y avait une question, c'était nous avons au moins 3 agriculteurs qui voudraient investir dans la méthanisation, mais en Aquitaine, mais nous sommes en aura, alors comment faire? Bon, ça, je ne sais pas trop, Gilles, si tu peux répondre à cette question-là ou pas. Alors, c'est-à-dire l'entreprise. Alors, ce qui compte déjà, c'est le siège de l'entreprise. Où se trouve le siège de l'entreprise? Ça va être le critère principal pour savoir quel est le pôle le plus porteur, enfin le plus proche, capable d'aider l'entreprise. Ensuite, si effectivement, même si le projet est hors région du siège de l'entreprise, c'est quand même le point principal d'ancrage qu'il faut considérer. Ouais, ok. Après, encore une fois, juste pour rassurer tout le monde, c'est que, comment dire, il peut y avoir, par exemple, c'est ce que Gilles disait, hein, si admettons, on voit que tel pôle de compétitivité est le mieux placé, le mieux positionné pour pouvoir répondre à la demande et que l'acteur n'est pas forcément dans la région qui est couverte par le pôle de compétitivité. Après, c'est des discussions. C'est possible que le projet soit accompagné par un autre pôle de compétitivité parce que la demande qui est faite ou ce qui est recherché est peut-être traité plus spécifiquement par ce pôle-là qui n'est pas forcément sur le territoire. Alors, il peut y avoir le cas justement, par exemple, d'un porteur de projet donc, qui n'est pas dans un territoire couvert par un pôle, qui recherche des partenaires. Finalement, l'un des partenaires identifiés est sur un territoire de pôle, donc c'est le pôle sur lequel le partenaire aura été identifié qui s'occupera du projet avec le porteur. Alors après, j'ai une question, c'est sur les territoires d'outre-mer. S'ils sont éligibles, oui, parce que pour moi, ils font partie, enfin oui. Après, c'est de voir un peu comment ils vont être accompagnés par contre. Alors, sur les territoires d'outre-mer, donc il y a un pôle référent sur la plupart d'entre eux. Je me demande s'ils ne sont pas tous couverts par eux. En tout cas, Cap Énergie a des conventions de partenariat avec les Antilles, hein, donc Martinique, Guadeloupe, l'île de la Réunion, me semble-t-il. Je ne sais pas pour la Guyane hein, s'ils sont compétents, mais en tout cas, sur la partie Antilles et Réunion, elle est couverte par le pôle Cap Énergie. Alors après, il y a donc la AP. Alors attendez. Le siège, bon, la réponse a été envoyée. Quel serait le rôle des pôles des pôles dans le cadre d'une réponse au titre d'une seule entreprise? Dans tout montage de projet, et surtout si vous êtes, on va dire, un primo-accédant, c'est-à-dire si vous n'avez jamais répondu à un appel à projet, l'expérience des pôles est là, elle est à votre disposition et elle vous permettra d'aller certainement plus vite et de rien oublier dans la réponse. Même, on peut aller jusqu'à organiser, par exemple, des présentations pré-jury. Hein, nous, on le fait assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on demande au porteur de nous présenter à blanc le projet comme s'il le faisait devant le jury qui sera convoqué par l'ADEME s'il y a une audition. Donc, tout ce travail, cette expertise qui est accumulée par les équipes des pôles, elle est forcément précieuse pour le montage de projet, même s'il n'est pas collaboratif.
après, j'ai une question, donc ça concerne donc l'appel à projet évoque la plateforme Certimeta comme support au démonstrateur. Avons-nous des interlocuteurs présents dans ce webinaire? Voilà. Mais alors après, enfin, il y a Certimeta, mais il y a aussi d'autres. Si je me Gilles, tu me complètes sur ce que je vais dire, mais il y a aussi d'autres supports de démonstrateurs qui sont aussi accessibles dans cet appel à projet. Alors, oui, bien sûr. Alors, bon, ça fait l'objet des 2 webinaires qui ont été annoncés, hein, le prochain, donc organisé par le CTBM. Bon, Certimeta a un rôle d'étape peut-être un peu plus encore aval, hein, puisque son rôle aussi, c'est de travailler sur la mise en production finalement des technologies ou leur capacité à rentrer dans un processus de certification, de normalisation, etc. Donc, c'est vraiment l'étape la plus proche de la mise sur le marché d'une techno, enfin, sauf erreur de ma part, alors que d'autres plateformes qui ont été citées tout à l'heure par Alice sont plus là pour accompagner le développement de la techno elle-même, que ce soit du stade laboratoire jusqu'à la plateforme pilote d'échelle variable, hein, jusqu'à une échelle éventuellement pas loin de l'échelle 1, puis ensuite pour atteindre le démonstrateur sur certaines de ces plateformes. Donc il y a un rôle pour chacun des acteurs qui donc se complètent, hein, sur l'ensemble du territoire. Certimeta avec ses propres actions et activités donc, dans le domaine plutôt proche donc, de l'industrialisation, on va dire. Ouais. Alors après, alors ce que je vais rajouter aussi là-dessus dans l'accompagnement, il y a aussi les aspects de labellisation. L'ADEME est encore connecté, je pense. Enfin, voilà. Oui. Voilà, il y a aussi les aspects de labellisation par les pôles de compétitivité qui sont en général, on va dire, préconisés. Donc ça aussi, ça rentre aussi dans le cadre de l'accompagnement. Oui, ce qu'on peut préciser sur ce point, c'est que l'observation qui a été faite sur certains appels à projets, notamment les concours d'innovation auxquels les pôles sont associés de façon étroite, hein, puisque les pôles participent en tant que personnes qualifiées au jury de ces appels à projets. Donc, ce qui a été observé donc, sur une statistique depuis les deux dernières années de concours d'innovation, c'est qu'en fait, un projet qui est labellisé par un pôle, et là, on parle pourtant de projets individuels, hein, non collaboratifs, a à peu près un taux de succès doublé par rapport à un projet qui n'est pas labellisé, tout simplement par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est l'énergie et aussi l'expertise et la compétence qu'on apporte auprès du porteur de projet pour faire en sorte qu'il soit le plus en ligne avec les critères de l'appel à projet et le mieux préparé. Donc ceci, ça passe effectivement par l'accompagnement et donc cette labellisation qui est finalement une sorte de validation finalement d'agrément d'un projet, de qualité d'un projet vis-à-vis des financeurs. Ouais. Non, c'est... Okay. Après, après, je ne sais pas si ça... Alors, une association peut-elle travailler avec une entreprise privée sur un projet? Sa destination de qui, cette question? Moi, je suppose que ça doit être à destination de l'ADEME. L'ADEME, oui. Oui, encore une fois, nous, comme le disait Juliette avant et comme je disais également, les consortiums peuvent être montés avec tout type d'acteurs. Nous, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le coordinateur est une entreprise? 2, est-ce que suite au projet, il y a de la valeur qui va être créée sur le territoire français, il y aura des synergies pour la filière et il y a de l'emploi qui va être créé sur le territoire français. Et 3, quelle est on va dire, la pertinence de chacun des partenaires du consortium, quelle est leur valeur ajoutée. En gros, ça ne sert à rien d'avoir une association, une collectivité de communes, une collectivité local ou un acteur public de n'importe quelle sorte, si dans le projet, il est responsable pour 100 000 € juste de la diffusion des informations, quoi, ou juste de l'aspect com, quoi.
ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, s'il a vraiment un rôle important dans un projet, là, oui. Ok. Donc, c'est vraiment un peu on va dire les 3 grandes règles. Et je ne sais pas, Olivier, tu me complètes si j'oublie un truc, mais en gros, c'est 3 grandes règles que nous, on va regarder en général quand on reçoit un projet avec un consortium, quoi. Je confirme. Voilà, je pense qu'on a... Là, je regarde. Attends, Mohamed, si tu me permets, il y a une question là, que je trouve intéressante peut-être pour conclure, qui est la question classique, qui est quelle est la définition d'un projet innovant? Et là, ça s'adresse à l'ADEME, en fait, plutôt. Alors, attendez. Alors, donc, la définition d'un projet innovant. Alors, l'innovation, c'est vraiment, nous, on l'a défini au sens d'un truc qui s'appelle le manuel de Frascati, qui est un manuel publié par la Commission sur vraiment ce qu'est l'innovation. Et en gros, l'innovation, nous, on considère que quelque chose est innovant à partir du moment où il y a un risque, où il y a des barrières, on va dire, d'ordre technologique ou même non technologique, mais il y a vraiment, on va dire, une barrière à l'utilisation d'une solution de façon immédiate. Vous ne pouvez pas l'utiliser, vous avez besoin de faire des travaux avant utilisation pour maîtriser cette techno, ou ce dispositif, ou ce modèle. Donc, il y a une histoire de barrière. Il y a un risque de non-atteinte, de non-franchissement de ces barrières, associé à de l'incertitude. Et pour, on va dire, lever cette barrière, il faut des éléments de créativité. Il faut innover, il faut faire des choses nouvelles, il faut réfléchir, voilà, il y a quelque chose qui n'existe pas par rapport, faire intervenir des choses qui n'existent pas aujourd'hui et qui font justement qu'il y a un risque dans le projet. Donc, c'est à peu près ça, les 4 grands aspects. Et Juliette, tu peux me compléter si j'oublie un truc? Je vais peut-être juste rajouter quelque chose derrière. C'est pareil au niveau de vos projets. Vous allez apporter dans vos projets, il y a toujours un état de l'art qui va être fait. Et l'état de l'art va être aussi un moyen de bien indiquer à l'ADEME, de démontrer finalement, ça va être sur cet état de l'art-là que vous allez pouvoir aussi démontrer que la solution que vous proposez n'existe pas dans la littérature et n'a pas été fait. Et ça va aussi permettre de contribuer à bien illustrer que votre solution a bien un caractère innovant parce que c'est quelque chose qui n'existe pas sur le marché ou qui n'a pas été développé par ailleurs par un laboratoire de recherche ailleurs dans le monde, quoi. Donc, c'est pour ça que l'étape de l'état de l'art, et ça, vraiment, on insiste là-dessus. Nous, au sein du DIR, on insiste sur ce point-là, c'est qu'il faut absolument que votre état de l'art soit complet. Parce que si votre solution existe déjà, bah derrière, le travail que vous aurez à faire, ça sera de démontrer le caractère innovant par rapport à ce qui existe. Je pense qu'on a répondu. Voilà. Alors après, je pense qu'on a répondu à toutes tes questions. Il y a peut-être une dernière question. Un brevet est-il classable comme innovation? Un brevet est-il classable comme innovation? Alors, l'acquisition d'un brevet, ça, c'est plus d'innovation. Ça existe. Ouais, ça peut rentrer dans les coûts éligibles s'ils sont nécessaires au démonstrateur, parce qu'il y a un besoin, mais voilà, c'est quelque chose d'existant. Bon, c'est pas vraiment une innovation en tant que telle. Ce qui peut être fait autour de ce brevet, ça peut être une innovation. Et après, si votre solution mène à un dépôt de brevet qui n'existe pas avant, c'est de l'innovation. Là, c'est de l'innovation, clairement. Et réciproque. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé de déposer un brevet pour que nous, on considère que c'est de l'innovation. Oui. Enfin, je dis juste, bon, ça me paraît naturel, mais je le dis juste. Par exemple, que je vois les questions qui arrivent sur des... Si par exemple, il y a un brevet... Juliette, on ne t'entend pas beaucoup. Ah, vous ne m'entendez pas? Ah, merci. Là, ça sera mieux. Si vous avez... Et qu'ensuite, dans le projet, l'objectif, c'est d'aller vraiment faire, par exemple, la démonstration de ce qui était à l'état théorique dans le brevet. Il faut regarder. Mais en tout cas, comme disait Clément, le brevet en tant que tel,
ne suffira pas. Là, on vise vraiment des projets qui vont aller jusqu'à une phase de démonstration et vers la commercialisation. Après, c'est possible que le brevet existe déjà. Mm. Voilà. Mais par contre, ce qui est important, c'est que vous pouvez très bien partir d'un brevet et que derrière, ça a donné lieu à, parce que vous avez identifié des verrous qui n'ont pas été traités dans le brevet et qui ne sont pas couverts par le brevet, que dans ce cas-là, vous puissiez travailler sur ces verrous. Ça, c'est possible. Oui, tout à fait, pour amener la solution vers la phase industrielle. C'est vrai qu'entre le brevet et la commercialisation, il y a quand même pas mal d'étapes voilà, il reste des verrous. Enfin, clairement, il faut montrer qu'il reste des verrous. Ouais. Donc voilà. Voilà. Après, le dernier petit conseil qui peut être donné, c'est qu'en fait, dans vos dossiers, il faut absolument que vous, pour vraiment démontrer que c'est un projet de recherche ou le caractère innovant, il faut absolument l'état d'art. Ensuite, après, vous montrez clairement quels sont les verrous et les freins auxquels que vous souhaitez lever. Et qu'après, derrière, dans votre argumentaire, c'est cette façon-là qui va vous permettre finalement de démontrer petit à petit dans votre dossier quels sont comment dire, derrière la solution, va permettre de justifier la solution que vous êtes en train de développer et de montrer le caractère innovant de votre solution. Parce que ça va être capable de lever un verrou, de lever un frein technologique auquel aujourd'hui on n'est pas capable de lever, quoi, tout simplement. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Antoine, je te laisse la main. Oui, alors effectivement, on va pouvoir fermer ce webinaire. Alors, bon, bien évidemment, vous allez recevoir donc, la présentation dans laquelle vous aurez les liens vers l'AP et également un mail de contact de l'ADEME. On vous invite donc à répondre au formulaire qui vous sera envoyé par les pôles dans quelques heures ou d'ici demain. Et puis, nous vous donnons également donc rendez-vous pour les 2 webinaires dont nous avons parlé. Il y aura d'autres initiatives qui suivront et nous en tiendrons informés. En tout cas, bon, voilà, on vous invite encore une fois à vous saisir de cet appel à projet qui est important donc, pour l'ensemble de la filière et qui, je l'espère, répondra à ses besoins. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.